Bonsoir tout le monde, bienvenue sur votre plateau Entreprendre. Cet après-midi, nous allons parler des retraites, nous allons parler vous avez interpellé, voilà, le gouvernement a été interpellé et on va en parler avec nous sur le plateau, Monsieur Dominique Virasamy, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Voilà, alors la dernière fois, vous êtes venu parce que vous êtes le président du SNEC Guadeloupe et vous nous aviez dit que vous alliez revenir pour nous parler de cette histoire de retraite. En plus, on a entendu que le gouvernement a fait quelques annonces. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que vous faites au SNEC par rapport à ce point et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît ? Alors le SNEG est toujours dans son travail, puisque nous avons pris la charge depuis 2015 de nous occuper de l'entreprise TPE. Quand je parle d'entreprise, c'est plutôt les entreprises affiliées au RSI, à savoir les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises et les réels simplifiés. Parce que lorsque vous basculez en SAS, en SASU ou en EURL, vous dépendez à ce moment-là de la sécurité sociale. Et donc, forcément, quand on s'occupe des TPE affiliés au RSI, il y a la partie retraite. Et donc, et là, ça pose problème, on va développer tout à l'heure, c'est que certaines retraites ont été revalorisées, tandis que les commerçants, les artisans et les professions libérales n'ont pas vu cette mutation financière. Donc, cela pose problème, et c'est pour ça que j'ai interpellé les parlementaires pour qu'ils puissent dire au gouvernement qu'il y a un problème, puisque c'est une forme de discrimination. C'est même pas une forme, c'est une discrimination carrément qui fait que on ne peut pas être dans un gouvernement où à longueur de journée certains élus vous disent que la France est une et indivisible pour qu'il y ait deux sons de cloche, un son de cloche dans l'Hexagone, un son de cloche dans les Outre-mer. Donc on va en débattre tout à l'heure. Alors justement, la semaine dernière, on a reçu votre communiqué qu'on a lu, qu'on vous a lu en fin d'émission à vous, téléspectateurs. C'était à l'intention des indépendants du RSI de la Guadeloupe, donc dans le cadre d'une enquête pour la revalorisation des pensions de retraite des affiliés du RSI, devenue la SSI, ou de la CIPAV, prévoyance de l'assurance vieillesse, pour les personnes qui sont retraitées, artisans ou professions libérales. Vous invitez les gens à prendre contact rapidement avec vous pour travailler sur ce dossier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand j'ai envoyé cette information à nos parlementaires, puisqu'il faut savoir, les auditeurs de Canal 10, les téléspectateurs de Canal 10 doivent savoir que je travaille en étroite collaboration avec les parlementaires, parce que nous avons des combats à mener, c'est vrai, et il n'est pas question pour moi d'attaquer certaines institutions ou avec leurs représentants, les directeurs par exemple de l'URSSAF ou de la Sécurité sociale, parce que ce sont des fonctionnaires qui ne sont là que pour transmettre les ordres qu'ils reçoivent. Donc la chose est peut-être départementale, mais la réponse, elle est éminemment législative. Et c'est pour ça que j'ai pris la charge depuis 30 tantôt de travailler en étroite collaboration avec les parlementaires, et c'est dans ce sens. Comme d'habitude, j'ai écrit aux parlementaires et il y en a qui m'ont rendu réponse. Il y a des personnes comme Mme Jasmin, comme le premier qui m'a répondu, c'était M. Mathiazin, M. Servat. Enfin, ils m'ont tous communiqué. Et d'ailleurs, à ce titre-là, le 16, j'ai une séance de travail avec le sénateur Théophile pour que nous puissions trouver une cadence afin que le gouvernement, même si nous savons que l'action parlementaire va s'arrêter le 28 février, mais pour cause d'élection. Et donc, après, ça va reprendre, parce que la mission parlementaire va continuer son travail. Et donc, du coup, j'ai discuté en amont avec ces parlementaires, et ils ont besoin d'informations
précise, puisque j'avais déjà fait une première enquête il y a de cela 3 ans sur la situation des retraités, et donc ils voulaient avoir des éléments, des données un peu plus rafraîchies, plus réactualisées, et c'est dans ce sens-là que j'ai fait cet appel auprès des retraités pour qu'ils puissent m'appeler, afin que je puisse savoir dans un premier temps s'ils bénéficient, s'ils sont à la retraite, s'ils bénéficient d'une retraite à taux plein, voilà, et aussi bénéficient d'une retraite en dents de scie. Alors, ce n'est pas la même chose, parce que ceux qui sont à taux plein vont évidemment percevoir une retraite à taux plein, et ceux qui sont en dents de scie, alors là, c'est un peu compliqué. Et il faut savoir que autour de cette étude, nous le savions déjà. Je dis bien la retraite des affiliés du RSI. Parce que vous avez des chefs d'entreprise qui ont, avant d'être commerçants ou artisans, étaient salariés quelque part. Ils ont resté 5, 10, 15, 20 ans salariés. Et donc, ils vont percevoir une retraite de salariés. Et quand ils sont devenus artisans ou commerçants, là, à ce moment-là, il y a une déclinaison qui va se passer. Et donc, ils vont percevoir aussi, en addition, une retraite du RSI. Alors, moi, mon enquête porte essentiellement sur la retraite du RSI. Et on s'est aperçu que pour ceux qui sont les mieux cotisants, ceux qui ont toujours cotisé, et je peux vous dire que ce sont des sommes astronomiques qu'ils ont cotisé, on s'est rendu compte que la pension de retraite de ceux-là ne dépassait pas 375 voire 400 euros. Ouais, ça a été revalorisé. Je dis bien, et je précise à nouveau pour qu'il n'y ait pas comment dirais-je, d'erreur dans l'esprit de nos téléspectateurs, je parle bien de retraite du RSI. Oui. Parce que quand vous cumulez avec l'autre retraite salariale, on se retrouve rapidement aux alentours de 800, 1000, 1200 euros. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu la preuve. J'ai un adhérent, un nouvel adhérent, qui au total perçoit à peu près dans les 1100 euros, d'accord, mais au niveau de la retraite du RSI ne perçoit que 125 euros. Mais comment ça se fait que les pensions de reversion soient si faibles? On va y arriver tout à l'heure. Et donc du coup, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on analyse les causes de cette faiblesse de pension de retraite, ça trouve sa genèse dans un logiciel qui s'appelle le logiciel SNV2. On en a déjà parlé, donc on ne va pas en refaire un débat là-dessus, mais il se trouve que ce logiciel qui depuis 2006 avait subi un bug informatique, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, et qui dit qu'il y a, à la suite de ce mariage, il y a eu un bug informatique, et ce bug a entraîné la disparition de millions de données, notamment dans le logiciel SCR. C'est le logiciel qui est chargé de la retraite, spécialement de la retraite. Et donc, il y a des données qui ont disparu. Alors, je m'interroge. Je n'ai pas la réponse. Je m'interroge. Est-ce que ces données qui ont disparu datent d'avant 2006, ce qui veut dire que vous avez des professionnels qui ont cotisé avant 2006, dont la cotisation aurait, je dis bien aurait, disparu. Parce que pour avoir une pension aussi faible, parce que là, je vous ai parlé de chefs d'entreprise qui ont cumulé salariés et affiliés, mais vous avez des chefs d'entreprise qui ont 40 ans, voire plus, 45 ans comment dirais-je, de cotisation. Et je veux saluer, sans nommer son nom, l'un des plus vieux coiffeurs encore vivants de la Guadeloupe. Il habite Baïf, il va se reconnaître, qui a dû peut-être louper un an de cotisation, mais il a cotisé au moins 45 ans. 45 ans, donc il compense largement. Figurez-vous qu'il perçoit 67 euros. 67 euros pour le RSI. Il y a un problème. Et donc, du coup, ce logiciel qui pose problème n'a jamais été revu. Qui fait qu'aujourd'hui, même si le gouvernement vous dit en 2018, ils vont faire une transition parce que nous sommes en pleine période électorale. Je rappelle que j'ai personnellement, quand M. Macron, candidat à l'époque, était venu en Guadeloupe, je lui ai personnellement remis un dossier sur le RSI et puis les complications. Et il se trouve qu'il a promis publiquement qu'il allait dézinguer le RSI. Il avait piscine, comme sont beaucoup d'autres sujets. Et que Mme Le Pen, qui, elle, a traité le RSI de serial killer des entreprises,
il se trouve que M. Macron n'a pas fait le travail. Donc, il y a eu une transition où on s'est aperçu que le R du RSI a disparu au profit du S, qui est devenu sécurité. Et cerise sur le gâteau, et on fermera la parenthèse du RSI là-dessus, parce qu'on va parler des retraites, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une personnalité dans l'équipe de M. Macron qui s'appelle M. Bruno Le Maire. Oui. Et là je suis toujours très en colère, même quand je nomme son nom, parce qu'à l'époque où M. Hollande, le président Hollande, était président, lui, Bruno Le Maire, dans l'opposition, on est toujours et 108 parlementaires étaient dans l'opposition. Ils étaient vent debout. Et j'ai un document qui a plus d'une centaine d'articles qu'ils ont présentés au gouvernement de M. Hollande, pour démonter le RSI. Subitement, M. Macron est arrivé au pouvoir. Il est brise couché. Il est devenu subitement atone et aphone. Et donc, j'espère que les comptes seront réglés en temps voulu. Bon. Et donc, du coup, qui fait que de Caribe-en-Silla, les prélèvements étaient exorbitants. Et l'analyse que nous avons portée, c'est que quand vous prenez un salarié qui aurait un salaire de 1 500 €, ce salarié dépend de la sécurité sociale. Et lui sera prélevé autour de 30%, le patron paiera autour de 30% de la valeur de la masse salariale qu'il doit payer. D'accord ? On est d'accord. Mais ce même salarié, quand il partira à la retraite, il percevra aux alentours de 1 000 à 1 200 € de retraite, alors qu'il aura cotisé sous les 1 500 € à peine 400 à 500 € de retraite. Mais quand vous voyez les sommes que cotisent les chefs d'entreprise, commerçants et artisans, on se dit qu'il y a un problème. Parce que normalement, si on reste de manière équationnelle dans ce calcul, ce chef d'entreprise devrait toucher au moins 3 000 € de pension de retraite. C'est pareil aussi pour les grossesses, c'est très mal indemnisé, tout ça c'est... Or, je vous ai dit qu'il y a des chefs d'entreprise qui payent les mieux cotisants aux alentours de 375 €, tandis que les moins cotisants ne perçoivent pas, ne perçoivent qu'aux alentours de 100 à 125 €. Je veux juste donner une image à nos téléspectateurs. Imaginez que vous soyez artisan commerçant. Vous avez hérité d'une toute petite maison, pas grand-chose, une petite maison en bois de votre arrière-grand-père ou grand-mère et tout ça, avec un petit lopin de terre, pas grand-chose. On ne peut même pas planter trois poyaux et deux ignames. Donc c'est juste un petit truc. Mais vous êtes chef d'entreprise. Tous les mois, vous travaillez, donc vous pouvez utiliser l'argent de votre entreprise jusqu'à entre 2 000 et 3 000 € pour faire fonctionner cette maison. Puisqu'une maison n'est pas la poser comme ça. Il y a l'électricité, l'eau, le téléphone, les impôts fonciers, il y a tout ça. Donc, vous arrivez à le faire parce que vous avez une petite entreprise. Vaille que vaille, l'entreprise, elle tourne. Vous arrivez à le faire. Il faut compter avec la nourriture que vous devez acheter, il faut compter entre 2 000 et 3 000 € par mois. Vous passez à la retraite d'une gestion de 2 à 3 000 € par mois à 120 €. 125 €, non mais c'est... On fait quoi de la maison? Sachant que vous avez de la cotisé, parce que ce n'est même pas de l'argent que vous demandez, c'est de l'argent que vous avez payé, qu'on vous a prélevé. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai travaillé. Une enquête sur ça pour savoir. Voilà, on mène une enquête pour que ça soit très clair pour nos parlementaires, même s'ils sont déjà au courant, parce qu'on a déjà travaillé là-dessus un peu, mais ils veulent des chiffres beaucoup plus. Alors, je profite à nouveau de ce temps d'antenne pour dire aux téléspectateurs d'Entreprise qu'il faut qu'ils m'appellent. Oui, alors comment il faut faire? Il faut qu'ils m'appellent au 54 23 60. Mais quand vous m'appelez, oui, vous avez peut-être des problèmes de retraite. Ça, on va voir ça en temps voulu. Mais quand vous m'appelez, c'est uniquement pour avoir des informations sur votre retraite. Parce que j'ai besoin de plonger ça dans mes calculs pour que je puisse sortir un tableau suffisamment exhaustif pour permettre à nos députés, sénateurs et députés de pouvoir actionner un argument suffisamment puissant pour que le gouvernement puisse accepter que les pensions de retraite des artisans et des commerçants soient revalorisées. Ce n'est pas normal dans un pays comme la France, où vous avez des personnes
des non-guadeloupéens ou des personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé, ce n'est pas un reproche. Mais que voulez-vous, la société est faite ainsi. Et ces personnes-là vont percevoir un RSA à 500 €. Or, vous avez des chefs d'entreprise qui ont travaillé toute leur vie qui perçoivent 125 €. Ouais. Alors même que ce même gouvernement vous dit que le seuil de pauvreté, je ne sais pas, le mot est fort, le seuil de pauvreté est entre 900 et 1000 €. Je m'interroge, alors ils ont peut-être des problèmes d'acuité visuelle, je ne sais pas. Alors justement, en parlant du gouvernement, au mois de décembre, nous avons fait l'interview du délégué interministériel Arnaud Martranchard avant qu'il vienne, puisqu'il était en Guadeloupe dernièrement, et il a parlé de cette histoire de retraite. Je vais vous laisser écouter ce qu'il nous a répondu et je voudrais que vous interveniez sur ça. C'était au sujet de l'agriculture. Dernière chose, pour tout ce qui est transformation agricole, ça devient compliqué aussi pour nos professionnels sur le terrain de transmettre soit leurs terres ou soit leur matériel à leurs enfants, parce que tout est de plus en plus cher. Hein. Vous étiez en train de nous répondre aussi sur ce point. Est-ce que pour tout ce qui est transmission, il peut y avoir des choses qui sont mises en place pour aider à la reprise, que ce soit les jeunes qui reprennent l'exploitation de leurs parents, ou bien que ce soit des nouvelles personnes qui reprennent un terrain? Est-ce que ça aussi, il y a des choses qui vont être mises en place de ce côté? Alors, la première chose qui freinait la transmission, c'était le problème des retraites agricoles. Oui, aussi. Puisque pendant très longtemps, les retraites agricoles étaient extrêmement faibles, et donc les anciens continuaient à travailler, non pas par plaisir, mais parce que sinon ils se retrouvaient avec des retraites très très faibles de 200 ou 300 €. Bon, il y a eu quand même une avancée très récente, où désormais, tout agriculteur qui a une carrière complète, c'est-à-dire qui a cotisé, eh bien, il ne peut pas toucher moins de 80%, 85% du SMIC. Et ça, c'est une avancée très importante, dont se félicitaient d'ailleurs encore ce matin dans la presse les syndicats agricoles à La Réunion. D'accord. Donc ça, c'était quand même le facteur numéro 1 qui était mis en avant par la profession agricole comme freinant l'installation des jeunes agriculteurs. Donc avec cette mesure qui a été en place, c'est un progrès, d'autant que le système de calcul des retraites est un petit peu compliqué. Il a récemment évolué pour entrer une bonification pour les agriculteurs ultramarins. Alors, ça va aider, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, parce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui n'a pas cotisé, il ne pourra pas toucher 85% du SMIC, c'est certain, mais ça devrait quand même aider le système de transmission et de permettre l'installation des jeunes. Voilà, donc là, il nous explique que ce qui freine la transmission au niveau de l'agriculture, c'est la retraite, puisque les gens ne touchent pas suffisamment d'argent, donc ils restent au travail. Est-ce que dans les autres secteurs d'activité, lorsque les gens viennent vous voir, c'est pareil pour les personnes qui sont dans la couture, qui sont dans quelque métier que ce soit? Est-ce que c'est pareil? Comment ça fonctionne chez nous? La MSA, c'est elle qui s'occupe des agriculteurs, n'est pas différente que le RSI, où est devenu la SSI. Et donc, on rencontre les mêmes problèmes. Mais je voudrais juste apporter une précision, c'est que jusqu'à présent, les agriculteurs percevaient aux alentours de 300 € de pension de retraite, et ils vont percevoir 1046 €. Oui, ça a été revalorisé. 1036 € a été revalorisé. Et donc, je dis, c'est très bien. Par contre, ce que je ne comprends pas, et c'est pour ça que j'ai du mal à cerner ce gouvernement-là. Et les autres secteurs d'activité. Non, mais je reste même sur les agriculteurs, déjà. Hein, parce qu'il faut savoir que les marins-pêcheurs avaient déjà été revalorisés. Oui. Ils sont autour de 950 € par mois de pension de retraite. Mais, pour revenir aux agriculteurs qui étaient les moins cotisants, si vous revalorisez ceux qui ont une carrière pleine, c'est très bien. Mais pourquoi vous ne faites pas bouger ceux qui sont moins cotisants de manière équationnelle? C'est-à-dire que si vous donnez 85% du SMIC à ceux qui sont les mieux cotisants, mais vous pouvez donner au moins 40% à ceux qui sont les moins cotisants. Parce que vous creusez un fossé, un écart, et vous creusez une discrimination encore plus marquée. Et ça, quand je le dis, c'est pas seulement au niveau
comment dirais-je, des agriculteurs, c'est la même chose pour les marins-pêcheurs, c'est la même chose pour les artisans et les commerçants. Et je peux vous dire que c'est encore pire pour la CIPAV, la caisse interprofessionnelle comment ça s'appelle encore, d'assurance vieillesse et profession libérale. Et je pense que, quelque part, c'est un mépris. Tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un mépris à l'égard des travailleurs, parce que quand le gouvernement fait comment dirais-je, une grande enquête, soi-disant, sur la sécurité sociale pour réformer la sécurité sociale, premièrement, ils interrogent et ils auditionnent parfois que les grands groupes, mais on n'auditionne jamais les petites corporations, les organisations professionnelles qui, elles, sont en contact des gens. Moi, je peux vous dire, hein, les éléments que j'ai déjà recueillis auprès des chefs d'entreprise, mais quand j'aurai terminé mon analyse et que je vais le livrer aux parlementaires, je me ferai un plaisir de demander un rendez-vous à M. Chalus et à M. Losbar, parce qu'ils doivent être au courant de ça. Les éléments que j'ai collectés, en plus de l'enquête elle-même, je peux vous dire, mais c'est affreux. C'est affreux. Nous sommes rentrés là maintenant vers une nouvelle génération de pauvres. Je le dis bien. Et je le dis à l'antenne sans embâche. Hein. Attendons-nous à une vague de suicides. C'est ces gens-là. On espère parce que c'est vrai que c'est difficile. Dans l'Hexagone, il faut donner des chiffres. Dans l'Hexagone, chez les agriculteurs, c'est 396 suicides par année. Chez les marins-pêcheurs, je n'ai pas le chiffre exact, je ne vais pas me relancer là-dedans. Chez les commerçants et les artisans, c'est 187 suicides en moyenne par année. Alors, là où je suis encore plus étonné, c'est que quand il y a un suicide à la poste ou bien dans un lycée, tout de suite, le gouvernement met un bataillon de psychologues autour, et là, vous avez des gens qui se suicident, personne ne mène d'enquête pour savoir, et vous avez des ayants droit. Il y a des épouses, il y a des maris d'artisans, de commerçants qui se retrouvent seuls avec des enfants, personne ne s'en occupe. Alors qu'ils ont droit au moins à une explication. Pourquoi mon mari s'est suicidé? Pourquoi moi je n'ai pas droit à ceci ou cela? Et effectivement, c'est vrai que là, donc comment faut faire pour vous contacter? Alors, très important. Allez-y. Très important. Je ne suis pas autorisé à nommer son nom, mais je veux simplement dire une parlementaire, qui m'a envoyé depuis ce matin un élément très important. Et c'est pour vous dire comment ce gouvernement, c'est pas une accusation, hein, c'est juste un constat. Ce gouvernement est cruel. Je veux dire cruel. Je vous dis, hein, ce gouvernement est en train de faire un très sale coup aux agriculteurs des Outre-mer. Donc, encore une fois, c'est les Outre-mer qui sont ciblés, en mettant un amendement pour qu'ils payent une assurance sans qu'ils soient informés. C'est vraiment très grave. Déjà, merci pour cette information. Donc, à noter, il y aura un nouvel amendement, visiblement. Écoutez, les parlementaires... On attend plus de détails. Vous allez me donner des détails. On en parlera la semaine prochaine. Je donnerai l'information la semaine prochaine. Je voudrais vous parler des retraités de la fonction publique. Même si ce n'est pas mon domaine, mais j'ai eu l'occasion, parce que je discute avec plein de gens, et Dieu merci, les gens se confient à moi. J'ai une amie qui est à la retraite. J'ai une amie qui est à la retraite depuis 2015. En 2010, alors que ces personnes touchent déjà les 40%, quand elles partent à la retraite, les 40% disparaissent. C'est-à-dire que la retraite est extrêmement très faible parce que les 40% ne sont pas indexés dans la retraite. Mais en 2010, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle la RAFP, la retraite additionnelle de la fonction publique. Et cette personne qui est partie à la retraite en 2015 devait avoir une somme de la RAFP de 7 500 €. Qu'est-ce que le gouvernement a trouvé comme astuce? Il a dit oui, vous aurez 7 500 €, mais vous ne l'aurez pas en un seul tenant. Vous l'aurez par mois, la petite goutte. Et donc, je ne me souviens pas du prix exactement, mais quand on a fait le mensuel, de 2015, pour que la personne finisse de toucher les 7 500 €, il faut qu'elle attende qu'elle ait 85 ans.
85 ans pour toucher la totalité, alors que la personne part à la retraite, déjà les 40% ont disparu, et la personne aurait bien voulu toucher ces 7 500 euros pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire avec cet argent-là. Non, le gouvernement trouve une astuce pour vous donner ça à dose homéopathique. Il y a un problème dans ce gouvernement, il y a un problème. Bon, effectivement, c'est vrai que plus on met le nez dedans, hein, comme on peut dire, et plus on constate qu'il y a beaucoup de choses un petit peu irrégulières, des grosses annonces de communication, et quand on regarde dans le fond, finalement, c'est pas très crédible ou c'est pas très stable. Donc effectivement, il y a un problème sur ce point, et on comprend mieux. Moi, je comprends mieux du coup pourquoi les entreprises soit m'appellent pour me dire Sabine, beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes puisque y a un problème. Comment les gens font pour vous contacter? Parce qu'après, on va parler de ce qui se passe en Guadeloupe, vraiment par rapport à la crise actuelle. Donc, comment les gens font pour vous contacter sur ce dossier? Alors, ils peuvent m'appeler d'une part au téléphone portable 54 23 60. J'aurais pu donner l'email, mais c'est toujours très difficile à retenir. Oui. Je vais quand même donner pour les gens qui ont un stylo et un papier. Ils peuvent m'envoyer un mot avec leur nom, prénom, téléphone et leur adresse mail à mon adresse SNEG, S comme sauver, N comme notre, E comme entreprise, G comme guadeloupéenne. Et donc SNEG 97 113 @gmail.com. D'accord, et donc, si vous n'avez pas tout retenu, vous appelez Sabine ou vous appelez Canal 10 et la Canal 10, ça fera un plaisir de vous donner l'information. Alors, deuxième communiqué qui date d'aujourd'hui, donc c'est un courrier adressé aux parlementaires de Guadeloupe. Donc, les entreprises de Guadeloupe toujours victimes. Comme si un malheur n'arrivait jamais seul, nous, les chefs d'entreprise, avons subi la Covid, la crise sanitaire, la crise sociale, entraînant un manque d'activité, plongeant notre économie dans des profondeurs abyssales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez écrit ce courrier? Alors là encore, j'ai interpellé les parlementaires qui m'ont appelé. D'ailleurs, je viens de voir que Mme Bénin m'appellera un peu plus tard sur ce sujet. Et donc, il se trouve que j'ai reçu, puisque je l'ai déjà dit ici, sur ce plateau, je n'ai pas de problème de communication avec les institutions. Et donc, je communique très bien avec Mme Legeron, qui est aux URSSAF, et avec M. Véron, qui est directeur général de la Sécurité sociale. J'ai aucun souci à ce niveau-là. Je défends bec et ongle mes adhérents. Quand il faut dire des choses positives, je le dis. Donc, je n'ai pas de souci avec eux. Et donc, dans ce rapport de communication correct, j'ai reçu un communiqué maintenant des URSSAF. Lequel on me dit, et je peux me permettre de lire, donc je vais vous laisser une copie. Je vous informe du communiqué soumis en ligne sur notre site. Face aux mouvements sociaux de fin d'année 2021, votre CGSS a pris des mesures exceptionnelles pour soutenir les travailleurs indépendants dans le contexte particulier de la crise. Pour rappel, les prélèvements automatiques des cotisations courantes et les plans d'appurement ont été suspendus sur la période de décembre 2021 à janvier 2022. La CGSS vous informe que le prélèvement des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants hors secteur S1 et S1 bis reprendra comme prévu à compter des échéances du 5 et 20 février 2022. La CGSS se tient à votre disposition, blablabla. J'ai écrit tout de suite parce que j'ai compris, je peux comprendre que la CGSS et plutôt l'URSSAF fassent son travail de collecte, parce que, là encore, ces institutions ont reçu des ordres. Oui. Donc, ils ne peuvent faire rien d'autre que d'appliquer. Seulement, nos parlementaires, qui sont en fond, puisque je l'ai dit, le 28 février, il y aura une suspension des travaux parlementaires, donc ce sera une vacance. Mais jusqu'au 28, ils peuvent travailler, ils peuvent envoyer des courriers, ils peuvent appeler les personnes adéquates. Et donc moi j'ai écrit aux parlementaires, parce que ça fait 2 ans que l'entreprise guadeloupéenne n'est même pas sous perfusion. Il n'y a rien qui est distillé, rien. Pourquoi? Parce que à cause malheureusement c'est toujours le même, à cause du logiciel SNV2 du RSI, les entreprises guadeloupéennes, les TPE, auto-entrepreneurs, micro-entreprises et une partie des simplifiés se sont retrouvés
dans l'inéligibilité des prêts bancaires, inéligibilité de subventions régionales, inéligibilité des 1 500 € d'accompagnement de salaire de gouvernement. Ils n'ont pas pu avoir accès aux prêts PGE, ni rien du tout. Donc, moi, j'aimerais avoir les vrais chiffres, savoir... Puisque j'entends, comment ça a été réparti. J'entends des gros montants, qu'on a été beaucoup aidés. On me remonte beaucoup cette information. J'ai entendu à U et à Dia que oui, ça a marché, les gens ont des subventions. Je demanderais à M. de Gaillande peut-être pour aider. Je demanderais au service de venir pour nous expliquer un petit peu comment ça a été réparti. Aujourd'hui, 80% des personnes que je contacte n'ont pas touché. Soit qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils savaient qu'ils ne passeraient pas, ou soit leur dossier a été refusé. Je ne mets pas en cause de seul instant la volonté du président Chalus de vouloir apporter des solutions. Parce que lui, il ne peut pas être hors la loi. Oui, lui, il fait sa partie. Parce que si la loi l'oblige à tenir compte de la mise à jour des chefs d'entreprise, il ne peut pas outrepasser la loi. Seulement, ce que je dis, c'est que dans ce domaine-là, le président Chalus peut se faire accompagner d'une part de nos parlementaires, d'autre part du président Losbar, d'autre part encore des présidents de PCI et voire d'autres personnes, pour se fendre d'un courrier commun auprès du gouvernement pour lui dire « nous avons un problème ». Nous avons une économie qui est à 80%. Le gouvernement ne répond pas. Oui, mais au moins, pour la crise. Au moins, vous savez, vous connaissez la parabole du colibri, qui a amené la goutte d'eau. Au moins, le président Chalus et ses collègues auront fait leur part. D'accord ? Comme ça. Est-ce que vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait ? Parce que ça, je crois qu'ils ont mis les aides après, justement, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises. Moi, quand j'ai fait le suivi, il y avait beaucoup de petites entreprises qui n'arrivaient pas à accéder à ces aides. Et après, la région est arrivée avec ce qu'ils ont mis en place pour aider jusqu'à 3 000 €, je crois. Alors, il y a ce qu'on appelle le plan de résilience phase 2. Qui concerne un peu plus des entreprises comme celle-là, mais là encore, elles sont soumises à l'obligation d'apporter la preuve qu'elles sont à jour des dettes sociales et fiscales. Donc, là, alors, je peux vous dire sous réserve, sous réserve, parce que j'ai des contacts avec certaines personnes à la région, et le président de région est en étude actuellement pour savoir au niveau juridique et tout qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour naviguer au bord du précipice s'il le faut. Donc j'espère que ça aboutira, mais on connaît la rectitude du gouvernement, donc on ne sait pas encore comment ça va se passer. Et donc du coup, moi ce que je dis, c'est que ça fait 2 ans qu'on n'a pas travaillé. 2 ans qu'aucune entreprise de Guadeloupe doit, allez, je veux dire, à tout casser, 30% des entreprises de Guadeloupe ont pu peut-être avoir une activité à peu près normale. Je dis à peu près normale. Mais 70% d'entre elles, je parle des restaurateurs, à qui on a demandé d'acheter du plexiglas, d'appeler des gants, des machines, tout ça. Parce qu'on leur a dit non, il faut fermer, il faut ouvrir. Après maintenant, voilà. Et donc on laisse certaines personnes, on oblige certaines personnes à fermer et on laisse d'autres structures ouvertes. Personne n'y comprend rien. Et donc, quand je dis ça, je regarde dans les yeux le gouvernement et je dis encore une fois que ce gouvernement a un problème d'acuité visuelle. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, se gargarise de la bonne santé du gouvernement actuellement, de l'économie actuellement. Et les économistes ne sont pas d'accord avec lui. Mais moi non plus, je ne suis pas d'accord. Parce que il prétend qu'il y a une croissance de plus 7%. C'est juste que les gens sont ressortis de chez eux, donc ils ont dépensé, en fait. Et que, comment dirais-je, il y a eu 500 000 emplois de pourvus et le chômage des jeunes a baissé de moins 20%. Je dis d'accord, je suis prêt à l'accepter, je suis prêt à dire ok, il n'y a pas de problème. Seulement, nous avons une autre lecture en Guadeloupe, et singulièrement dans les DOM. Parce que nous, en Guadeloupe, ça fait 2 ans qu'on ne travaille pas du tout. L'activité a repris en France et l'activité n'a pas repris ici en Guadeloupe. Donc comment l'URSSAF peut-elle aujourd'hui déclencher la reprise du paiement des charges, de la collecte des charges, alors même que les entreprises n'ont pas eu d'activité. Le peu d'argent, le peu d'économie qu'avaient les entreprises de bas de laine a servi à payer un local qui
que la loi a obligé de rester fermé. Oui, ça, c'est un non-sens aussi, effectivement. C'est un non-sens. Et ne serait-ce qu'au niveau des charges, moi, c'est la question que j'ai posée. Enfin, c'est le sujet qu'on avait abordé dès le début de la crise. Pourquoi le gouvernement, là, par exemple, il y a des jauges, pourquoi les charges à payer ne sont pas en proportionnalité avec les jauges d'ouverture, quoi? Ça aurait été déjà plus logique, ne serait-ce que pour les restaurants. Mais ça tombe sous le sens. Ce que vous dites, ça tombe sous le sens. Moi je dis que ce gouvernement-là, encore une fois, décide à 7500 km parce que ça fonctionne en France, donc on va plaquer ça. Et c'est pas dit encore. Comme je dis, il y a beaucoup... Voilà. Mais c'est pour ça que dans mon courrier, je demande aux parlementaires d'exiger, entre guillemets, qu'il soit reporté cette cotisation, cette reprise de la collecte des cotisations soit reportée au 1er janvier 2023. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'avec Omicron, peut-être que d'ici 1 mois ou 2, le pass vaccinal va disparaître. Donc ce qui veut dire qu'on pourra aller au restaurant, on pourra sortir, on pourra faire des recettes. Mais c'est à ce moment-là que les activités vont commencer. Mais, pardonnez du peu, c'est que quand les activités vont recommencer, mais le peu d'argent qui sera engrangé dans les premiers mois serviront à payer les dettes, parce que les chefs d'entreprise ont des dettes fournisseurs. Ça s'est accumulé. Ça s'est accumulé. Il y a les loyers, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le téléphone, il y a plein de choses qui sont en suspens. Et puis la vie privée. Les gens ont une vie. Il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils se payent même. Il y en a qui ont des enfants qui sont à l'école. Il faut payer la cantine, il faut payer ceci, il faut payer cela. Donc les premières rentrées d'argent vont servir à payer l'urgence financière. Donc comment peut-on comprendre qu'une structure comme l'URSSAF puisse à ce point se déguiser en fossoyeur des entreprises, parce que le pire, c'est que dans tout ça, quand les cotisations ne vont pas être payées, on va demander aux chefs d'entreprise de signer des moratoires. Ouais. Mais les moratoires ne correspondront pas au chiffre d'affaires réel. Ouais. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura la horde d'huissiers qui sera derrière. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Ouais. Et je suis très, très inquiet pour la suite, parce que le Guadeloupéen a 2 phases. On n'a pas résilience ou résistance. Ils sont très résilients ou résistance. Et après, ça peut commencer à déprimer. Mais je crois que certains Guadeloupéens rentreront en grande partie en résistance, parce qu'on a beau accepter le fouet, mais arrive un moment, tu dis à ton bourreau, ça suffit. Et aujourd'hui, moi, en tant que président d'association, je dis à ces institutions, ça suffit. Aujourd'hui, vous devez, en tant qu'être humain, puisque les personnes qui sont aux commandes des URSSAF et de la sécurité sociale, ce sont, pardonnez du peu, ce sont quand même des humains, des êtres humains. Vous devez réunir les organisations professionnelles, réunir les chambres consulaires, chambres de métier, CCI, chambres d'agriculture et la pêche, et dans une grande messe, prendre les doléances, et c'est votre devoir, en tant que responsable URSSAF et CGSS, d'informer le gouvernement pour dire « nous avons un problème ». Mais là, ils vont nous répondre, mais la population n'est pas vaccinée. Que si nous étions vaccinés, tout serait ouvert. Je peux vous dire une chose. De ce que je sais, des 100% de Guadeloupéens que j'ai rencontrés, 65 à 70% des chefs d'entreprise sont vaccinés. Oui. Je parle des chefs d'entreprise. Ils sont vaccinés. Non, mais j'ai compris. Pour la plus bonne part. Les employés, pour la plus bonne part, sont vaccinés. C'est la clientèle qui nous manque. Oui, non, mais c'est ça. La clientèle qui est le citoyen lambda n'est pas vaccinée. Et les entreprises subissent justement c'est pour ça que ça serait bien de pouvoir mettre une jauge au niveau des charges pour que ce soit proportionnel à la population qui peut se déplacer. Alors j'espère que cette émission sera, va arriver aux yeux et aux oreilles du président Chalus et de M. Losbar. On peut leur envoyer le lien. Oui, on peut leur envoyer le lien, et que ces personnalités comprendront enfin, je dis enfin, qu'il y a un problème qui ne suffit pas simplement de dire on va mettre de l'argent, mais encore une fois, je le dis, si on ne fait pas une expertise de la situation des entreprises liées aux dettes sociales et fiscales, tout ce qu'on va vouloir apporter
comme élément pour sauver des entreprises, ce sera vous aller chercher. Oui, ça ne fonctionnera pas, mais on a pu le constater effectivement pendant la crise. Alors rapidement, allez-y. Alors, je voulais juste apporter un élément. Donc, il y a, je ne sais pas si la caméra, c'est pas la peine, je vais juste montrer ça. Voilà la liste S1. Ah oui, je l'ai reçue. Mais on l'a pas, on va pas, enfin, on l'a pas affiché. On va pas l'afficher S1 seulement. Là, j'ai seulement S1. Mais S1 et S1 bis, c'est 4 pages d'entreprises. Et dans ces entreprises qui ne seront pas visées, je dis bien, ne seront pas visées par cette collecte, ne figurent pas les professions comme le secteur de la mode, comme les pêcheurs, comme les agriculteurs et toutes ces personnes-là. Donc, je veux juste lire deux ou trois. Je vois marqué hôtel et hébergement touristique, activité d'agence de voyage, ainsi de suite, location de exploitation voitures, casino, machin. Donc, ce qui veut dire que les indépendants qui font de l'artisanat, ils sont pas dedans. Hein. Oui, c'est d'ailleurs. Donc eux, ils sont obligés de payer. Ils sont obligés de payer. Donc ça pose un problème. Non, mais c'est vrai que le secteur S1, bon, ça fait pas forcément plaisir que je le dis, mais je n'ai pas le choix parce que c'est un fait, a été beaucoup aidé. D'ailleurs, il faut même que je fasse une émission sur le tourisme, voilà, parce que j'ai reçu des nouveaux chiffres du gouvernement. Donc on va regarder un petit peu de quoi ça correspond. Là, j'attends qu'au niveau des chambres, que tout le monde se mette bien à sa place, tous les différents comités et tout. C'est en train de se faire, visiblement. J'ai appelé la semaine dernière. Donc j'ai commencé, moi, à demander un rendez-vous pour qu'on puisse faire un suivi sur ce point. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui ont été beaucoup plus aidés que d'autres. Donc c'est pas évident forcément pour tout le monde. Même si ceux qui ont été beaucoup aidés, c'est pas évident pour eux parce qu'on a perdu, par exemple, si je prends l'hôtellerie, on a aussi perdu beaucoup de touristes. Évidemment. Donc c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment pour nos entreprises. Justement, alors rapidement, avant que je donne les offres d'emploi, par rapport là aux élections qui arrivent, parce que, alors, bon, je le dis quand même, moi je trouve que par rapport à tout ce qui avait été proposé pour l'outre-mer, je n'ai pas trouvé que le programme d'Emmanuel Macron, de toute façon il n'avait pas de programme pour l'outre-mer, donc il n'y avait rien de pertinent pour l'économie, donc moi j'ai essayé d'analyser ça au niveau de l'économie. Pour cette élection-là, qu'est-ce que vous trouvez, enfin qu'est-ce que vous pensez des propositions qui commencent à arriver des différents candidats ? Alors déjà, pendant les 5 ans de présidence de M. Macron, je n'ai eu cesse d'écrire à M. Macron et à ses ministres, et je n'ai jamais eu de réponse. Mais de toute façon, c'était limite le seul qui n'avait pas de problème pour le programme. Jamais eu de réponse. Alors donc, voilà comment sont traités les Domiens. Et qui votent pour lui en masse. Voilà, qui ont voté pour lui. Qui ont voté pour lui en masse. Concernant les autres candidats, je suis au regret de constater que beaucoup de candidats parlent d'économie, mais très peu maîtrisent la chose. J'ai entendu M. Fabien Roussel ce matin dire qu'il veut un SMIC à 1 500 €. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, oui, on peut même aller jusqu'à 2 000 € s'il le faut, c'est pas un problème. Et donc, à 2 000 €, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les cotisations sociales vont augmenter. Donc le patron qui arrivait tout juste, mais vraiment tout juste, à payer ses employés, il va se retrouver, s'il a 5 employés, il va se retrouver avec une charge énorme. Et je vais juste donner un petit exemple de 2009. En 2009, quand le LKP a réclamé les 200 €, au départ, il y avait 100 € des chefs d'entreprise, 50 € du gouvernement, 25 € du département et 25 € pour la région. Et le gouvernement, la région et le département, eux, étaient limités dans le temps, dans leurs prestations. Et à la fin, au bout du bout, c'est le chef d'entreprise qui a récupéré ces 200 € pour pouvoir satisfaire la convention, la clause Binot. Jusque-là, ça va. Mais qu'est-ce que certains chefs d'entreprise ont fait? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. J'ai discuté avec certains chefs d'entreprise. Ils n'avaient pas les moyens. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier rentré dans l'entreprise, on n'a pas renouvelé son contrat. Oui. Comme ça, l'argent, le salaire qui aurait dû être donné à ce dernier a été divisé pour répondre aux 200 € qu'on devait donner. Aujourd'hui, c'est le même phénomène qui va se passer. Si
on augmente les salaires sans baisser les charges, parce qu'il y a des candidats qui proposent l'augmentation du salaire, mais en baissant les charges. Vous savez, il y a une chose très simple à faire, que le gouvernement n'a toujours pas compris. Je n'ai rien inventé, hein. Je lis des articles économiques en permanence. Il suffirait simplement, pour ceux qui ont des charges patronales, parce que c'est eux qui ont des salariés, ceux qui ont des charges patronales, il faudrait simplement baisser la charge patronale. Figurez-vous que la charge patronale des entreprises françaises est à 42%. Ouais, mais c'est énorme. Tandis qu'en Allemagne, la charge est à 19,5%. La preuve en est, c'est qu'il y a une grosse entreprise de fabrication d'ordinateurs qui s'appelle Intel, pardonnez la publicité, hein, qui a choisi de s'installer en Allemagne pour sa nouvelle usine, plutôt que de s'installer en France. Et si on baissait les charges patronales, premièrement, ça permettrait d'augmenter le salaire des gens, et le patron pourrait faire face à la cotisation sociale qu'il doit payer. Ça, c'est une chose. Quand j'entends M. Zemmour, j'ai rien contre aucun candidat. Allez-y, mais ils font ce qu'ils veulent, mais je réponds en tant que chef d'entreprise et en tant que personne intéressée par la chose économique. Quand j'entends M. Zemmour dire qu'il va mettre zéro charge sur les cotisations et tout ce qui s'ensuit, quand vous avez zéro charge, vous avez zéro retraite. Hein. Si vous ne payez pas de cotisation sociale, vous avez zéro retraite. Donc, il va faire comment pour les retraites? Je rappelle que la sécurité sociale est déficitaire de 39 milliards. 39 milliards, c'est pas rien. Mais lui dit justement qu'il va faire des économies sur l'immigration. Donc, c'est encore un autre Oui, mais ça représente quoi? Ça représente 1 ou 2 milliards. Mais ça ne va pas compenser ça. Quand j'entends j'entends justement M. Zemmour, je ne suis pas chargé contre lui. Hein. Ah, mais au contraire, là, on va en parler de plus en plus. Quand j'en entends dire que les indépendants, les salariés des indépendants devront être exonérés, je rappelle que les indépendants, ce sont des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises et une partie des réels simplifiés. Quand je prends les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises, ces personnes-là sont dans l'incapacité d'embaucher quelqu'un, parce que quand vous embauchez quelqu'un et que vous donnez le salaire, allez, j'arrondis à 1 500 € plus la cotisation salariale, vous dépassez le chiffre d'affaires qui vous est autorisé. Donc, dans les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises, il n'y a pas de salaire. Il y a, d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes frappés du sceau des TNS, travailleurs non salariés. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une rémunération. Vous vous octroyez une rémunération. Hein, ceux qui peuvent. Hein, ceux qui peuvent, mais en aucun cas, vous ne pouvez avoir un salaire, parce que si vous avez un salaire, vous allez dépendre de la sécurité sociale. Donc, quand j'entends ça, Marine Le Pen, c'est à peu près pareil et tout. Il n'y a que Mme Pécresse, que je n'ai pas encore entendu sur elle est un peu changeante, sa conception sur l'économie. Par contre, je me suis entretenu avec une ou deux personnes qui sont proches d'elle, et donc elle prépare justement quelque chose d'assez costaud concernant les indépendants et l'économie de manière générale. J'espère que ça nous satisfera. Bon, on va suivre ça de très, très près. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça va s'afficher, appel à candidature pour les entreprises TPE, PME, ETI. Donc, intégrons les principes de durabilité de nos stratégies de développement. Une formation va bientôt commencer, une formation de 12 mois pour faire face aux risques actuels et à venir, innover en sécurité et capter de nouveaux marchés, retenir et attirer les talents. Donc, n'hésitez pas à candidater. Vous avez jusqu'au 27 février 2022, minuit, pour poser votre candidature. www.l'effetpapillon.gp. C'est un événement que vous pouvez retrouver sur le Facebook ou bien sur le site de la région. Ils ont communiqué dessus la semaine dernière, il me semble. Donc avec Cap Excellence, GMA, Grand Moulin des Antilles, le conseil départemental et régional. On va les recevoir le 21 février. Ils vont nous expliquer vraiment ce qu'ils ont mis en place. N'hésitez pas, vous pouvez aller regarder sur la page Facebook de l'Effet Papillon.
Et pour les offres d'emploi, comme d'habitude, on a pas mal de propositions qui sont très intéressantes. Donc, Officium Conseil, notre cabinet, vous savez, c'est un jeune Guadeloupéen qui est revenu s'installer en Guadeloupe et qui a décidé d'ouvrir son agence à lui, les chasseurs de tête. Donc, il recherche un comptable confirmé, 2350 €, 2750 € brut mensuel, courez, appelez, c'est en Guadeloupe. Deuxième offre d'emploi, un directeur ou une directrice de filiale, c'est un CDI et le salaire est à négocier et ça c'est un poste qui se situe en Martinique. Troisième offre d'emploi, responsable d'exploitation secteur automobile, entre 2007 et 3005, donc ça c'est aux Abîmes en Guadeloupe, donc courez pareil pour postuler. Ensuite, on recherche aussi un attaché commercial secteur distribution. Donc, c'est un CDD à 2002 ou 2350 € brut. Et ça, c'est une offre qui est en Martinique. On recherche un assistant de direction, 2100 € ou bien 2300 € au Moule en Guadeloupe. Et on recherche un agent comptable, 2100 ou 2003 brut mensuel, toujours au Moule. Donc vous appelez Officium Conseil et vous allez pouvoir avoir plus d'informations et vous pouvez postuler aussi. Je vous redonne le numéro. Bon, il va être super content. En plus, il m'a dit qu'il y a eu un bon retour. Donc je pensais que finalement il allait un petit peu babiller que je donne son numéro, mais non, finalement non. Alors je suis en train de le rechercher. Donc c'est Yannick Jotam et le numéro de téléphone 95 81 51. Vous l'appelez pour postuler. C'est un portable, bien évidemment. 95 81 51. Merci beaucoup pour votre participation à notre émission de cet après-midi. Merci Sabine, merci à Canal 10. C'est avec un grand plaisir. À la semaine prochaine. En plus, ce sera la Saint-Valentin. On va essayer de faire un truc super sympa. Vous allez voir. Au revoir. Bon, il est 10.